Alors, bonsoir Claire, Bonsoir. merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est très sympa de ta part. Je vais te présenter très succinctement et après je vais te laisser te présenter. Donc, tu es une chamane, écrivain et scénariste. Tu as notamment écrit deux livres que j'ai lus dernièrement. Donc, Sun Dancer avec Arnie Lapointe, que j'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup la sagesse, les Lakota, enfin, même les natifs américains, c'est incroyable, je trouve. J'aime beaucoup. Et j'ai lu aussi ta grosse autobiographie. Mais je l'ai lu en une semaine, donc en vrai, c'était vraiment Ah. bien. Voilà. Je te laisse te présenter. Et voilà. Eh ben, écoute, je pense que tu as déjà pas mal présenté les choses. Donc oui, en effet, j'ai plusieurs activités parallèles. On va dire que mon activité principale, c'est quand même d'écrire. Donc je Ok. suis romancière, scénariste. C'est ça qui prend le plus de mon temps dans la semaine. Et à côté de ça, en effet, j'ai vécu une expérience spirituelle il y a maintenant bientôt 12 ans, Ouais. qui a quand même ouvert une autre porte dans ma vie, on va dire, qui n'était pas du tout ni attendue ni prévue, en tout cas pas consciemment. Et depuis ce temps-là, en effet, je travaille avec le tambour chamanique et j'ai une activité de chaman, mais enfin, je ne sais pas si tu veux qu'on revienne aux raisons de tout ça ou de comment c'est arrivé ou Ouais. je sais pas, dis-moi. Et, alors moi je m'étais dit, alors tu me diras, hein, mais vu que j'avais déjà beaucoup de lives où tu as fait j'ai vu beaucoup de lives sur lesquels tu as participé, et je me suis dit, bah du coup ça on le Ok. sait déjà, les gens le savent déjà, et je pense que moi ce qui m'intéressait surtout, c'est toi la personne telle que tu es maintenant, Mhm. ta vision des choses, tout ce que tu as appris, c'est surtout ça qui m'intéressait, parce que bah, comme je te l'ai dit, on en voit partout des lives, donc les gens savent déjà, et puis même toi je pense que tu n'as pas envie de répéter les choses que tu as déjà dit. Écoute, ça fait partie du jeu de Ouais, oui, répéter voilà, c'est les vrai. choses. Donc, Mais et c'est vrai que puis, ça peut être intéressant de parler d'autre chose. Moi, je suis tout ouais, à fait ouais. pour. Ah, dans tous les cas, je vais te parler aussi, enfin, dans tous les cas, on va parler aussi de toi, ce qui t'a vécu. Ce que tu as vécu, parce que aussi, ce qui m'intéressait aussi, c'est justement, notamment en premier lieu, c'est, bah, comme tu le dis, tu étais avant ta quarantaine, t'intéressais pas à ça, tu n'étais pas du tout dans la spiritualité, t'étais pas du tout, même pas dans la religion. Et c'est vrai que moi, c'était pareil, entre guillemets, j'étais pas du tout là-dedans, enfin, ni d'Adam ni d'Ève, quoi. Et pas du jour au lendemain, mais en 2-3 ans, bah, d'un coup, comme tu dis, ta vision du monde, elle change et c'est assez fou, en vrai, c'est assez fou. Et c'est surtout par rapport à ça comme base de départ, je voulais qu'on discute, notamment ouais, cette sorte de coming out un peu spirituel, parce que c'est vraiment ça. C'est un peu bah, tout ton cercle social aussi, tu dois en parler aux autres, parce que ça change tout. Et la première question que j'avais, toi, c'est par rapport à toi, quand tu as vécu ça, est-ce que, bah, après tu dis dans ta biographie, est-ce que ça n'a pas été trop dur finalement? Et surtout aussi, qu'est-ce que tu en as compris? Parce que moi, ce que je me suis rendu compte aussi, avant, je regardais beaucoup de vidéos sur la spiritualité, mais moi-même, je m'étais pas vraiment ouvert, et du coup, j'entendais parler les gens de ça, mais je comprenais pas vraiment. Et du coup, j'aimerais, bah, toi, que tu nous dises, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au quotidien, en fait? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as changé les choses dans ta vie suite à ça, entre guillemets? Alors, est-ce que j'ai changé des choses dans ma vie, tu veux dire, suite à un éveil spirituel un peu forcé, quoi. Enfin, en tout Ouais, cas, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. oui, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie de toute façon, parce que ne serait-ce que c'est comme si ça ouvre des horizons, ça ouvre des fenêtres, des facettes qui n'existaient pas avant. Alors moi, j'avais une forme de spiritualité non religieuse qui était mon lien à l'art. Voilà, Ok. où depuis très jeune, voilà, je voulais écrire, j'avais de l'inspiration, enfin, tu vois, des choses comme ça, qui fait que, je sais pas, je marchais dans la rue, tout d'un coup, bah, j'avais des poèmes qui m'arrivaient, je m'arrêtais, je les écrivais. Donc j'avais cette espèce de lien à l'invisible, mais Ouais, qui ok, pour moi ouais. n'avait rien à voir avec la spiritualité et qui était simplement une forme artistique.
très profonde, mais très mystique presque. C'est-à-dire que j'avais un lien Ouais, à la poésie et même aux poètes morts complètement mystique. Dans la petite chambre, bah, il y en a encore quelques-uns, tu vois, derrière moi. Dans la petite chambre dans laquelle je vivais, j'étais entourée de portraits de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine, dont je vivais avec des morts sans arrêt comme ça. ok, Et voilà. Donc j'ai toujours eu cette espèce de côté en étant un pied dans la réalité et un pied dans l'irréel ou dans l'invisible. Mais pour moi, c'était uniquement artistique et mais c'était très présent, vraiment extrêmement présent. ouais, ok, J'ai- je vois, ouais, ouais, il y a toujours quelque chose qui m'a habité, toujours, toujours, ouais, ok. mais qui, pendant des années et des années, s'est résumé au fait, je me disais, tiens, je suis faite pour écrire, j'ai envie d'écrire, il faut que je laisse de la place à l'écriture dans ma vie, parce que c'est ça qui m'habite, c'est ça qui me donne envie de me réveiller le matin, c'est ça qui, pour moi, me semble être comme une espèce de mission de vie. Donc il y avait quand même un espace pris, tu vois ce que je veux dire? Je n'étais pas Ok, simplement dans la simple matérialité que certaines personnes peuvent avoir, tu vois, de se lever, de manger, de tout ça. Moi, j'avais toute une partie de ma vie qui était quand même ouais, d'accord. passée à rêver, à recevoir des images, à essayer d'en faire des histoires, à me sentir habitée par des personnages, par des choses comme ça. Voilà, mais pour moi, c'était de l'ordre de l'imagination quand même, même s'il y avait un Ouais, côté un peu ok, mystique pour les morts, pour tous les poètes et les romanciers, romancières, poétesses aussi, bien sûr que j'aimais. Mais voilà, pour moi, il y avait quand même une ligne claire entre les vivants et les morts déjà, et entre ce que tu pouvais vivre dans ta vraie vie et ce que tu imaginais. Et je savais très bien que l'imagination était une chose, voilà, qui ne faisait pas forcément partie de la vraie vie, à part que moi, elle m'habitait et que j'en faisais quelque chose. Donc, il ok, y avait quand même cette chose-là, on va dire, en moi, tu vois, en germe. ok, Euh, ouais, je vois, ouais, voilà. Mais à côté de ça, en effet, quand j'étais enfant, j'avais la foi parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne et mes parents avaient la foi. Donc ils nous l'ont transmise quand on était enfant, transmise comme on te transmet une langue, comme on te ouais, transmet des habitudes, tu vois. C'est-à-dire, c'est pour moi, je ne me posais même pas la question. Mes parents croyaient, je croyais, le soir on faisait des prières, etc. Donc je pense que pendant toute mon enfance, j'avais quand même l'âme un peu mystique, on va dire, tu vois. ouais, Euh, je vois le truc, ouais, à croire même au pouvoir de la prière, de choses comme ça. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui ouais, je m'habite. vois, J'étais très jeune enfant, jusqu'à un moment où tout d'un coup, je sais pas, je me souviens pas, c'est quelque chose où j'ai senti comme un schisme à l'intérieur de moi, où je me suis dit, tiens, mais en fait, non, là, il y a des choses dans cette religion, ou en tout cas dans ce qu'on m'en raconte, ou dans les dogmes qui l'entourent, surtout en tant que femme, voilà, qui, moi, m'agressaient, ouais, voilà, je vois, il y avait quelque chose qui me repoussait. Et en plus, c'était quelque chose que j'étais obligée de faire. Ça venait pas de moi. Tu vois, c'était un truc qui avait été transmis. Et donc, moi, comme j'avais une âme très rebelle, et surtout à l'adolescence, tout ça, j'ai un peu tout jeté, le bébé avec l'eau du bain. Donc, ouais, je vois, l'église, c'était non. La religion, c'était non. Après, voilà, le message je sais pas, de Jésus ou tout ça, c'est jamais quelque chose que j'ai rejeté. C'est-à-dire que je trouvais ça, bien entendu, bah, aimez-vous les uns les autres ou des choses comme ça. J'ai pas rejeté ça. Tu vois, c'est quelque chose, bien entendu, je me disais, bon, ça c'est clair qu'au niveau de la philosophie, il y avait quelque chose qui me parlait, mais je voyais ça comme une philosophie. Et ce que j'ai rejeté, c'était la croyance. Et l'idée, voilà, de la croyance, en fait, et de la spiritualité quand même. ok, J'ai vécu quasiment, allez, on va dire 25 ans ou 30 ans, donc sans spiritualité autre que littéraire, poétique et artistique. ok, ouais, L'amour aussi quand même, qui était présent. Et voilà, jusqu'au moment où tout d'un coup, donc il m'est arrivé cette chose bizarre, c'est-à-dire que j'ai vu apparaître le visage d'un chef amérindien mort, Sitting Bull, et j'avais les yeux grands ouverts, j'étais en train de manger, on était en plein jour, j'avais pris aucune drogue, j'étais pas dans voilà, dans une situation mystique du tout, c'était la situation la plus quotidienne et banale du monde, j'étais en train de manger avec mon mari et mes enfants. Et en fait, cette espèce d'arrivée de l'invisible dans le visible, complètement inexplicable, et ben forcément a redéfini un peu
ma manière d'être au monde, parce que je me suis dit, bon, soit je suis folle, mais j'avais pas l'impression de l'être. Et heureusement, mon mari, qui me connaissait bien, m'a un peu rassurée en me disant, écoute, j'ai pas non plus l'impression que tu es en pleine crise psychotique, parce qu'on arrive à parler normalement, je te reconnais et tout ça. Juste, en fait, t'es en train de vivre un truc inexplicable. Et c'est cette chose inexplicable, cette vision que j'ai eue donc de ce chef amérindien mort à la fin du 19e siècle, Sitting Bull, qui m'a poussée à contacter une chamane russe, parce que je me disais, c'est soit je vais à l'hôpital psychiatrique, soit je vais voir quelqu'un qui croit que c'est possible de parler, enfin de voir un esprit, en fait, tout simplement. Ouais, Et j'avais l'impression quand même que cet esprit avait quelque chose à me transmettre. Et que c'est quand j'ai été la voir, elle m'a joué du tambour, j'ai fait un voyage chamanique extrêmement, voilà, très, 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 très intense. Et quand je suis revenue, elle m'a diagnostiqué chaman en me disant, voilà, bon, bah, le fait que ce mort soit venu vous voir pendant 4 jours, le fait que vous ayez réagi au tambour immédiatement en faisant un voyage vraiment XXL, tout ça, pour elle, c'était l'indication que j'avais en moi, en tout cas, un chamanisme non diagnostiqué qui s'exprimait de cette manière-là, c'est-à-dire avec une espèce de prise de conscience violente, immédiate, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, et face à laquelle, en fait, on ne peut pas faire demi-tour. En fait, on ne peut pas refermer les yeux. C'était vraiment ça, moi, que j'ai ouais, ressenti. ok, je vois, ok. Et voilà. Et à partir de là, eh ben, j'ai commencé à me former en chamanisme et tout ça. Et en effet, la spiritualité, qui était presque pour moi un mot qui m'aurait fait ricaner. Ouais, je vois, ok. Ah voilà, c'était, il fallait être complètement perché pour avoir une spiritualité. J'étais même un peu méprisante, j'avoue. Et ben tout d'un coup, la spiritualité s'est invitée dans ma vie et elle y est encore aujourd'hui, 12 ans après, plus que jamais. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à écrire. J'ai pas eu une redéfinition de vie totale non plus. Je suis restée avec mon mari, j'ai gardé quand même mon métier. Mais des choses se sont ouvertes. Et quand tu parlais de coming out spirituel, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand même pendant les premières années, je n'en ai parlé à quasiment aucun de mes proches. Ouais, Alors, ok. à mon mari parce qu'il était là, à mes enfants un petit peu à demi-mot en me disant j'espère qu'ils vont pas me prendre pour une folle. Et de temps en temps, à un ami très proche, tout d'un coup, quand j'avais l'occasion et que j'étais en tête à tête et je disais tu vas me prendre pour une Ouais, folle, et voilà ce qui m'est arrivé, etc. Et ça s'est fait petit à petit au compte-gouttes jusqu'à finalement écrire un livre. Donc c'était un coming out social euh, c'est, ouais, et professionnel, on va dire, voilà, parce que en tant que ouais, scénariste, oui, ça, sûr. et du cinéma, on est d'accord, c'est pas un métier forcément très porté sur la spiritualité. On était sur une Ouais, spiritualité artistique uniquement, ce que j'ai ouais, fait c'est ça. avant, c'est-à-dire vraiment de tout donner à l'art, que du matin au soir on respire pour créer, pour monter des films, faire des choses, etc. Donc c'est pour moi une forme, en tout cas une forme de spiritualité, même si c'est pas Ouais, carrément, ouais. une croyance, mais en tout cas c'est quand même un contact avec quelque chose à l'intérieur de soi. Et en fait, c'était tellement fort et ça avait tellement redéfini qui j'étais Ouais, que je ne me voyais pas non plus continuer à vivre ma vie en portant un masque et en faisant comme si ça n'avait pas existé, alors que je voyais bien aussi quand même que tout ce que ça avait à apporter à ma vie, c'était que des cadeaux, que des choses positives et que j'avais plus envie vraiment de tricher et de faire semblant et que je me disais après tout, bah, s'il y a des gens que ça rebute, s'il y a des gens qui décident de plus être mon ami parce que voilà, je discute avec des esprits quand je joue du tambour et que j'ai accès à des espèces de royaumes psychiques allégoriques qui moi m'apportent des choses fabuleuses et qui en plus sont source de guérison profonde, en tout cas pour moi, d'auto-guérison au départ. Eh ben, tant pis, c'est que ces personnes-là ne font pas partie de ma nouvelle vie, en fait. Et il y a comme une espèce de deuil à faire et de courage à avoir et à trouver, en effet, pour parler, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et après, en fait, bizarrement, ça a éloigné personne. J'ai perdu personne, ouais, ok. du tout. Et, ok. Est-ce que tu aurais par exemple, des conseils pour des jeunes qui, bah, comme toi, tu disais on peut prendre ça pour des trucs de fou qu'on n'est pas avant une certaine expérience. Est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes qui, soit qui commencent à s'y intéresser ou alors qui
voudraient s'intéresser, mais qui sont un peu bloqués par le truc de la science ou bah, que ça paraît fou. Est-ce que toi, avec ton expérience maintenant de ta révélation que tu as eu à toi-même, est-ce que tu aurais des conseils à donner ou des choses à dire à des jeunes qui pourraient commencer à s'y intéresser pour qu'ils soient débloqués, entre guillemets? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, moi, j'aimerais bien que tu me racontes un peu de ton histoire, rapidement. Ouais. Alors, rapidement, on va faire ça très rapidement. Bah, c'est comme toi, hein, comme tu disais, ma spiritualité était un peu artistique. Mhm. Donc, comme toi, c'était vraiment là-dedans. J'écoutais des musiques, ma vie était vraiment faite de ça. Je faisais tout le temps des trucs, c'était mon but, entre guillemets, hein. Je faisais tout le temps de la création, tout le temps. Donc, c'était ma forme de spiritualité, tout le temps, soit faire du court-métrage. Plus tard, j'ai fait de la musique. Enfin, tout ce qui touchait à la créativité, j'adorais. Et depuis tout petit, c'est comme toi, j'étais pas. Voilà, mes parents, ma mère était un peu. Bon, on allait à l'église, tout ça, à Noël, pendant les grandes fêtes, mais pas plus. Du coup, comme toi aussi, j'avais un peu l'âme mystique, entre guillemets, parce que des fois, quand j'étais petit, ça m'arrivait de prier et de savoir que ça allait marcher. Après, j'ai perdu cette habitude plus tard. Et à l'âge de l'adolescence, c'est là où j'ai vraiment repris ce travail de création, entre guillemets, de commencer à faire des choses. Mais c'est aussi l'âge où j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à beaucoup de faits scientifiques et tout ça. Mais je me suis fait du coup un... Bah, j'aimais beaucoup la science et je voulais pas tomber dans l'obscurantisme, entre guillemets. Voilà, moi ouais, c'était important voilà, je voulais pas tomber dans n'importe quoi, entre guillemets. Et du coup, pour faire très vite, vers 21 ans, 22 ans, j'ai ressenti ce truc de, de m'intéresser à l'âme, aux choses comme ça. Et j'ai commencé à regarder plein de vidéos. Et puis après, j'ai commencé à lire des livres. Et c'est là, à partir de ce moment-là, donc ça fait il y a 1 ou 2 ans, où j'ai vraiment commencé à switcher doucement. Et c'est là, c'est cette année-là, où ça a commencé où j'ai vraiment compris. J'ai pas eu d'expérience, entre guillemets, mais à force j'ai aussi fait comment ça s'appelle. Ma grand-mère était cartomancière. Ah, Et j'ai rencontré, c'est une histoire aussi de fou, j'ai rencontré une chamane sur Paris totalement par hasard. Et elle m'a dit, ouais, faut que je t'initie à quelque chose. Du coup, bah, je suis allé chez elle, elle m'a initié à tout ça. Et tir aux cartes, le tirage de cartes et tout ça. ouais, plus, et d'autres choses. D'autres choses. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que j'en parle pas encore, parce que je sais pas comment l'expliquer. Enfin, et même moi, je suis en train de me faire mon propre truc. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'en fait, les cartes, j'ai vu de par moi-même. J'ai fait, du coup, là, ces 5 derniers mois, j'ai fait des tests pour voir, en fait, pour voir par moi-même. Et j'ai fait à plusieurs gens par-ci, par-là, partout où j'allais, des gens que je connaissais pas. Et en fait, c'est fou parce que tu vois que tu. Enfin, j'ai commencé à. Je tire des cartes et je dis des choses. Je suis en train d'expliquer la vie, enfin, soit passée ou présente ou même future des gens, et ils me disent, bah ouais, c'est ça. Et toi, t'es en mode, bah comment c'est possible? Et je suis le premier étonné. Et du coup, ça a été bah, le coup de marque. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Si, le, c'est ça en fait, on a voilà. besoin de preuves à un moment. Ouais, c'est ça, la preuve, et ça a été le switch final, quoi. En mode, Ok. enfin, là, je peux pas le nier, j'ai fait des dizaines de tirages, et enfin, c'est fou. En fait, il faut le vivre pour le comprendre, quoi. Ça m'est Ah, arrivé. je comprends très bien ce que tu veux dire, Et mais c'est intéressant. Et c'est, on a besoin de ça aussi, tu vois ce que je veux dire? ouais, Et je carrément, pense ouais. que, moi, je sais pas quel conseil donner parce que j'ai l'impression que chaque histoire de vie Ouais, ça aussi. est tellement singulière. Tu vois, c'est pour ça que je te demande quelle est la tienne, parce qu'en fait, Hum, tout dépend d'où on vient, tout dépend de comment ça se présente à nous, tout dépend aussi de quel milieu on vient, que ce soit un milieu amical, social, familial. Et selon toutes ces choses-là, peut-être que les conseils à donner déjà, c'est de quand même faire un peu attention, ouais. ça, c'est Ouais, certain, parce que dans ces milieux-là, comme dans tout milieu, tu peux avoir des gens qui vont te manipuler ou essayer de ouais, c'est vrai, ça. profiter de cette espèce d'élan qu'il y a en toi de vouloir comprendre ou de vouloir explorer. Donc, il faut quand même être un tout petit peu méfiant et garder quand même sa raison. C'est-à-dire que, voilà, tester, comme tu dis. Ben, tu as des cartes, ta grand-mère était cartomancienne et avait sans doute, il y a sûrement ce don-là dans ta lignée d'avoir quelque chose, tu vois. Eh ben, tu testes, tu regardes, tu t'amuses au début, tu vois s'il y a des résultats ou non. C'est-à-dire que t'es pas obligé En fait, on peut coexister avec un esprit scientifique et un esprit mystique. En fait, l'idée, c'est pas forcément de choisir totalement l'un ou totalement l'autre.
c'est un peu comme quand on écrit ou comme quand tu joues ou comme quand tu fais tout ça. C'est-à-dire que quand tu écris, tu as besoin d'avoir une imagination forte et tu as besoin aussi d'avoir un côté très structurel et structuré parce que sinon tu racontes pas d'histoire. Et avec la spiritualité, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut explorer, il faut tester et en même temps voir ce que tu ressens et commencer à te refaire confiance aussi et à te dire qu'il y a beaucoup d'enseignements qui vont venir de l'intérieur de toi, pas uniquement de l'extérieur. Et après, j'ai l'impression que de nos jours, ça reste, c'est sans doute un peu plus simple, non? Parce que Ouais, c'est c'est vrai. beaucoup moins tabou. Mais ne serait-ce qu'il y a en 2014, dire la phrase «je suis chaman», tout le monde te regardait genre «mais what the fuck?» Alors qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'à chaque coin de rue, tu as des chamans. Donc c'est beaucoup plus facile. Parce que, il y a eu un coming out spirituel, je ne sais pas pourquoi, ces dernières années, assez puissant, assez fort. Donc, alors le chamanisme, c'est une voie spirituelle, mais il y en a 12 000 autres, bien sûr. Et ça peut être aussi une religion, hein. Je pense que c'est pas si simple non plus dans sa jeunesse d'avoir un éveil à la foi et de tout d'un coup, voilà, se retrouver proche d'une religion, de quelque chose. C'est la peur d'être rejeté, c'est la peur aussi d'être mis dans une catégorie, c'est la peur aussi d'être peut-être pris par une communauté sans avoir forcément envie totalement de faire partie d'un club fermé. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est tellement délicat, c'est comme une fleur à l'intérieur de soi qui pousse, et je crois que c'est important d'en parler en tout cas avec quelqu'un de confiance, de pouvoir essayer de mettre des mots dessus, euh, mais de se confier voilà, à quelqu'un capable d'entendre, d'écouter. Donc ça peut être pourquoi pas thérapeute, tu vois, ou quelqu'un qui est ouvert un peu, bien sûr, à ces choses-là, et à qui tu pourrais raconter un peu ce que tu traverses et qui pourrait te donner des outils, des éléments. Ou alors, ben, pourquoi pas d'aller voir quelqu'un qui a déjà plongé dans la marmite, comme cette rencontre que tu as faite avec cette chamane qui finalement, elle a dû reconnaître quelque chose en toi et ça te permet d'avoir quelqu'un qui t'apprend des choses et qui te met sur la voie jusqu'à ce que tu trouves peut-être la pratique spirituelle ou voilà, qui te correspond et qui te permet de développer toutes les aptitudes peut-être qu'il y a en toi et avec lesquelles au début c'est comme un jeu en effet, tu Ouais. vois. Moi je sais que par exemple il y a souvent des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont, tu vois, des rêves prémonitoires, mais qui sont toujours un peu atroces, quoi. Ils voient des morts, ils voient des choses comme ça, et donc ça les inquiète, et ils viennent me voir pour en parler parce qu'ils savent que bon bah je vais pas les prendre pour des fous, donc déjà voilà, ne serait-ce que ça, parfois ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un qui t'écoute sans jugement. Et, euh, et souvent, en fait, comment dire, c'est comme si la vie te prouve que tu as une aptitude. Donc ça peut être sous forme de jeu, donc ah, tu fais des choses et puis hop, tac, en effet, ça marche et ça c'est drôle et tout ça. Et parfois, bizarrement, ça passe par des choses un peu plus, voilà, un peu plus rudes, quoi. Tu vois, moi, j'ai vu un mort, je pouvais pas faire comme si je l'avais pas vu, j'étais obligée de réagir. Et de la même manière, quand tu as un rêve prémonitoire, je sais pas, sur la mort de quelqu'un très précise, etc., et que ça arrive, et ben quelque part derrière, tu peux pas dire je l'ai pas vu. Tu sais que tu l'as vu. Tu sais que quelque chose t'a parlé avant que ça arrive, voilà, tu sais qu'en fait, tu as une aptitude. C'est pour te prouver que tu en as une. Et comme on est dans un monde où justement, dans notre enfance, on nous a pas forcément euh, donner ces clés-là de compréhension, parce que nous, on vit dans des sociétés et dans des mondes qui sont extrêmement oui, rationalistes, voilà, et scientifiques aussi. Et moi, mon père était ingénieur, tu vois, donc de toute façon, parler de ça avec lui, c'était même pas envisageable. Parce que ça faisait pas partie de sa vision du monde, en fait, tout simplement. Ça faisait pas partie de son champ de conscience. Donc, parler de ça, bon, bah, il comprenait même pas de quoi je parlais. Mais c'est OK, en fait, c'était sa manière à lui de voir le monde. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai pas une autre manière de la voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que
Si j'avais été élevée en Mongolie ou avec les Amérindiens, eh ben, dès l'enfance, quelque chose aurait été diagnostiqué et j'aurais appris des choses et je me serais jamais posé la question, est-ce que je suis folle ou pas, est-ce que ça existe ou pas? J'aurais su que ça existait parce que on m'aurait dit que ça existait sans doute. Et toi, de la même manière, peut-être si c'était ta grand-mère qui t'avait élevée, peut-être que dès l'enfance, elle t'aurait appris à tirer les cartes, tout ça, chose que tu es en train de découvrir maintenant et qui est aussi peut-être un moyen de te reconnecter à ta lignée, tu vois, et à cette espèce d'éveil. On sent quand même qu'on est dans une période à la fois d'obscurantisme quand même, mais pour moi l'obscurantisme il n'est pas forcément du côté de la spiritualité, il est plutôt du côté Ouais. de toutes les guerres, les génocides, les viols, les atrocités qui sont commises par l'être humain euh, à chaque seconde quasiment sur cette planète. Donc atrocité aussi bien envers les femmes, envers les autres hommes, envers les enfants, envers les animaux, envers la terre elle-même, envers il y a quand même une sorte d'écocide qui est en cours. Donc en fait, c'est toutes ces choses-là qui pour moi sont la vraie ombre. Et voilà. Et face à toute cette espèce de chaos qui a toujours été là, cette terre, elle a toujours été double en fait. Elle a toujours porté à la fois l'ombre et la lumière, la beauté et la laideur, l'amour et la haine. Et après, toujours qu'est-ce que toi tu décides de nourrir à l'intérieur de toi? Est-ce que tu vas nourrir ta peur? Est-ce que tu vas nourrir ta haine? Est-ce que tu vas nourrir, ou est-ce que tu vas nourrir ton ouverture, ta curiosité, ta bienveillance? Euh, et donc, si la spiritualité ou la non-spiritualité te permet de mieux faire grandir ton cœur ou ton être, ou trouver qui tu es et t'y tenir et essayer d'être un bel être humain, je dirais que spiritualité ou non, c'est même plus le problème. C'est-à-dire donc il y a cette espèce d'éveil quand même. En tout cas, c'est sûr que maintenant on entend parler de chamanisme, de machin. Les sorcières sont réhabilitées. Euh, on voit que c'est peut-être plus une insulte et qu'en fait on aurait peut-être dû avoir plus peur de ceux qui les avaient brûlés que des pauvres sorcières qui n'avaient rien demandé à part être des herboristes et des sages-femmes. Voilà, mais c'est ça, hein. Et donc, on sent qu'il y a quand même un changement de ce côté-là et que du coup, c'est aussi peut-être pour ça, parce qu'il y a des espèces d'atrocités qui sont commises partout, qu'il y a aussi un éveil de conscience et un éveil qui peut être spirituel ou non. Tu as des gens qui vont vivre leur spiritualité en étant au contraire, tu vois, dans la matière, en aidant réellement les gens qui ont faim, en faisant de la politique, en faisant voter des lois pour essayer de protéger les plus faibles. C'est une forme de spiritualité, c'est-à-dire d'être en accord avec son esprit, d'être en accord avec soi. Et t'as pas besoin de croire en l'invisible ou pas croire en l'invisible pour ça, pour essayer d'être une belle et bonne personne. Et à côté de ça, tu as des gens qui vont utiliser la spiritualité pour essayer de se guérir, de guérir les autres un tout petit peu, en tout cas de les aider, d'aider à faire éclore quelque chose. Et tu as des gens de la même manière qui vont utiliser la politique pour asservir, et tu as des gens qui vont utiliser la spiritualité pour manipuler et pour asservir. Donc je pense que c'est même pas une question entre spiritualité ou non-spiritualité qui va te donner la boussole de ton cœur, voilà. Et c'est vraiment d'essayer d'être d'être quelqu'un de noble, en fait, de noble dans le beau sens du terme, c'est-à-dire de retrouver le sens de la chevalerie intérieure, quoi. De te dire qu'après tout, tu peux avoir des valeurs, tu peux essayer de, 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 de les incarner, et tu peux, à ton tout petit niveau, comme le colibri du conte, agir déjà sur toi pour te sentir un tout petit peu mieux. Et comme on est tous interconnectés, vraiment, ça rejoint beaucoup la spiritualité des Lakota, des Indiens, enfin des Amérindiens américains en tout cas, enfin des natifs américains de ce qu'on appelle les Indiens de manière un peu erronée. C'est ça, c'est qu'en fait on est tous connectés, tous les règnes du vivant sont connectés. Donc on est connecté aux arbres, on est connecté aux animaux, on est connecté les uns aux autres, on est connecté entre hommes et femmes, entre les vieux et les jeunes, entre les enfants et les adolescents, etc. Tout est interconnecté, on fait partie du monde du vivant. Et donc, ben, tout est interconnecté, si tu te soignes un tout petit peu toi-même, ben, tu soignes un tout petit peu du groupe aussi. Parce qu'il y a aussi quand même un effet, euh, on va dire, bénéfique. En fait, on se... C'est comme s'il y a une interpénétration de nos énergies.
Donc, quand toi, tu essayes d'aller un peu mieux, de travailler sur ta colère, ou en tout cas ta colère saine, tu as le droit aussi d'avoir des colères, de travailler sur tes blessures, sur tes blocages, et ben en fait, tu travailles aussi quelque part et ben, bah, pour ta famille, pour ta lignée, pour ton immeuble, pour ton quartier, etc., etc., etc. L'idée, c'est de créer une sorte de cercle vertueux en sachant que le seul pouvoir réel que tu as dans ce monde, il est sur toi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est changer, C'est ça. changer, pour changer le monde, il faut changer soi-même. Déjà, en tout cas, commencer par ça. Commencer par ça. Et une fois que tu as commencé par ça, et ben peut-être qu'après, tu peux changer déjà 4 personnes de ton monde. Enfin, Ouais, changer. Non, les aider à se changer eux-mêmes plutôt. L'idée, c'est ça, en fait. C'est que chacun retrouve sa responsabilité, ne se considère pas comme un être humain impuissant, de retrouver sa puissance, en fait. La puissance, ça ne veut pas dire la violence. La puissance, c'est de s'autoriser à être soi-même, ok. sans s'excuser. Et est-ce que tu as retrouvé ça ou quoi quand tu as vu, par exemple, quand tu as rencontré Ernie Lapointe, du coup, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, est-ce que tu as reconnu dans, parce que du coup, c'est une autre culture et donc lui, ça va être imprégné en lui, est-ce que tu as reconnu, justement, est-ce que quand tu l'as rencontré, est-ce que tu as vu vraiment une différence, entre guillemets? C'est-à-dire, dans la manière de faire ou dans la vie de tous les jours, en fait? Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais rencontré un natif américain, mais c'est vrai que pour m'être renseigné un peu sur, même avoir vu le livre, c'est vrai que c'est très différent. C'est vraiment très différent dans la manière de vivre. Est-ce que, par exemple, quand tu vois un natif américain comme Bernie Lapointe, est-ce que tu sens ça dans sa manière d'être? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit moins, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose qui quand même se ressent? Alors ça se ressent à son charisme. Quand il te Ok? parle comme ça, tu sens quand même qu'il y a des racines en lui très profondes, culturelles, anciennes, qui stabilisent sa pensée et sa parole. Tu vois ce que je veux dire? On sent ses racines, en fait. Ouais, ok. On sent que ses racines sont profondes, que c'est comme un arbre. Alors que nous, de temps en temps, on ressemble un peu à des brindilles, quoi, Ouais, ok. balayées par le vent. Donc il y a ça, il y a cette espèce d'autorité naturelle et de charisme. Après, Ernie, il vit dans une maison, il vit pas dans un tipi, il est- il mène une vie tout à fait normale, à Ah oui, part oui. qu'il va sauger sa maison et Ah tout ça, non, non. que il a un coin prière dans sa maison où il va pour aller entrer en contact avec ses ancêtres, avec sa spiritualité, c'est voilà. Et après, à côté de ça, bah, tu as lu le livre, donc tu vois la vie folle qu'il a eue. C'est que dans l'enfance, pareil, c'est sa mère vraiment qui lui a transmis un peu ses racines, et particulièrement ses racines spirituelles. Après, il a quand même un peu tout oublié, il s'est perdu complètement dans l'enfer du Vietnam. Il est revenu, il était SDF, il vivait dans la rue, il était violent, il était alcoolique, donc il avait tout perdu en fait des enseignements spirituels de sa mère et de ses ancêtres. Et c'est revenu bien plus tard, quand il avait justement quasiment la quarantaine, que tout d'un coup, il a réussi à remettre sa vie sur les rails, en fait, en retrouvant justement sa culture, ses racines, sa spiritualité, et en réempruntant la voie Lakota. La voie Lakota qui est une voie assez masculine, puisque finalement, toutes les cérémonies, etc., qu'ils ont, c'est beaucoup des cérémonies pour les guerriers et pour les hommes. Donc ça date il y a très longtemps, parce qu'ils considéraient que les femmes avaient presque des cérémonies naturelles à l'intérieur de leur corps, avec leur lune, donc le sang des lunes, qui fait que c'est le moment où elles se débarrassent justement de toutes les choses qu'elles ont en trop. Et les hommes sont obligés de faire un effort pour se débarrasser de cette chose-là, parce que c'est pas le corps qui s'en occupe. Voilà, donc et on sent en lui, bien sûr, qu'il y a cette espèce de côté guerrier spirituel qui, à la Lakota, la spiritualité Lakota, elle est un peu aussi basée sur quelque chose qui, par moments, peut être un peu sacrificiel, tu vois, comme la danse du soleil ou des choses comme ça, où quand même ils donnent leur sang, leurs larmes, leur sueur, parce qu'ils considèrent que l'homme, l'être humain, doit rendre un peu aussi à la terre à qui il prend tant. Donc, il y a ça en lui, il y a cette espèce de, on va dire, quand tu lui parles, c'est quelqu'un de droit. Il va pas te mentir, il va pas te manipuler, il va te dire ce qu'il pense, il va te dire ce qu'il ressent. Voilà, donc ça, on le sent en lui. Et bien entendu, on sent aussi
tout le- les tragédies qu'a traversé son peuple. Il y a ça en lui aussi, bien sûr. Ouais, C'est inéluctable, malheureusement. Donc, et quand tu vas dans une réserve indienne aujourd'hui, tu as envie de pleurer parce que c'est dévasté, quoi. La pauvreté est vraiment terrible. Eux, ils sont victimes de racisme. Enfin, nous, l'image qu'on peut avoir des Amérindiens qui est très romantisée, quand tu vas là-bas, ouais, elle prend un coup dans l'aile, quoi, tu vois. Et donc, et en même temps, malgré tout ça, il y a quand même, en effet, à l'intérieur des Amérindiens, quelque chose comme une espèce de mémoire non oubliée. En tout cas, ils font partie d'un monde vivant. Et que nous, on considère un peu un arbre comme un objet ou comme un objet de décoration ou comme quelque chose. Et eux, ils le considèrent comme un frère végétal, en fait, sans lequel on ne peut pas vivre. En fait, ils ont quand même gardé l'idée, je crois, que les êtres humains font partie d'un écosystème et qu'on n'est pas au sommet de la pyramide. Non, non, on est à l'intérieur d'un cercle. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, et je pense que c'est ça aussi, c'est la pensée occidentale. Elle a beaucoup œuvré pour mettre l'homme, et là on peut même dire l'homme, pas l'homme et la femme, l'homme ouais, au sommet de la pyramide. La femme est en dessous, les enfants sont en dessous, les animaux sont en dessous, alors l'herbe et tout ça, bon bah carrément ça n'a aucun intérêt, et les cailloux, à part si c'est de l'or, on s'en tape quoi. Et je pense que c'est cette dynamique-là qui crée aussi le chaos, parce que du coup c'est des relations de pouvoir, et c'est des relations de soumission, et l'idée c'est de retrouver, je pense, l'esprit de la coopération. Donc même la coopération avec le vivant. C'est-à-dire que la Terre, tu peux pas tout lui prendre. Il faut prendre, rendre, il faut que la Terre ait le temps de se régénérer, il faut en fait être à l'écoute du monde vivant et pas arriver en plantant un drapeau de propriétaire, quoi. Et je pense que c'est un peu ça qui fait qu'on est dans cet état très problématique aujourd'hui et je sais pas trop comment ça peut se dénouer, j'en sais rien en fait. Est-ce que ouais, on a c'est été ça. tellement dans notre folie qu'il va falloir C'est vraiment se réveiller, quoi. c'est vrai, c'est ça ce qui intéressait aussi. Comme tu dis, ouais, quand j'ai lu le livre dernier et aussi quand je regarde beaucoup, je sais pas si tu connais le chef Oren Lyons, je sais pas comment ça se dit. C'est Non, je connais un chef natif américain. C'est vrai qu'on entend, enfin, de parler, ils disent que pour eux, ils considèrent les poissons, chaque chose comme des relatives en anglais, donc je sais plus exactement le mot, mais voilà, comme des êtres à c'est comme part un cousin, entière. en fait. Ouais, c'est C'est ça, comme un quelqu'un, cousin, c'est ça. exactement comme un cousin, et que l'occidental, il prend ça comme une denrée, quoi, comme une denrée, donc ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Et il met aussi l'accent justement sur le besoin d'un nouveau leadership aussi en Occident, parce que notamment, c'est là où je voulais en venir aussi, par rapport aux visions qu'avait mis la Pointe et sûrement aussi d'autres Amérindiens, bah, natifs américains, parce que comme natif amérindien, c'est pas du tout le bon, c'est pas du tout le bon mot. Oui, justement par rapport à ça, au fait est-ce que toi, est-ce que ça t'a chamboulé un peu ces visions-là? Est-ce que tu restes un peu, est-ce que tu te poses pas trop de questions? Est-ce que qu'est-ce que toi, ça t'a fait, qu'est-ce que ça te fait, à quoi ça te fait penser en fait, ce qu'on appelle ce qu'ils appellent la quatrième purification, il me semble, toutes ces visions Ouais, qui. c'est-à-dire que c'est une forme d'apocalypse, quoi, Ouais, qui est, voilà, qui est annoncée dans les spiritualités et tout ça. Après, je pense que, donc c'est sûr que la Terre n'est pas dans un super état, mais je pense qu'elle est beaucoup plus puissante que nous et qu'il y a un moment où, en effet, c'est sans doute pas elle qui est en danger de mort, c'est plutôt nous, ça c'est sûr. Elle pourra se régénérer sans doute. Mais qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense déjà que en l'an 1000, tout le monde croyait que ça allait être la fin du monde, que, cette, ouais, hist- que vraiment la peur de la fin du monde, c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui fait presque partie d'un archétype humain, de se dire qu'à un moment, voilà, tout va être éradiqué. Et c'est presque, comment expliquer ça, une métaphore de notre propre mort, puisqu'il y a bien un moment où de toute façon, nous allons mourir, ça c'est certain, chacun d'entre nous. En naissant sur cette terre, on sait aussi qu'à un moment, on devra partir, ce qui est une forme d'apocalypse personnelle. Donc il y a déjà cette chose-là. Et après,
dans ce qu'il raconte aussi de cet apocalypse, on va dire, possible, il y a l'idée aussi que tu peux la repousser, en fait, et qu'il faut suffisamment d'éveil pour que, à un moment, tu vois d'ailleurs que face à des catastrophes, tu vois, quand il y a, je sais pas moi, un éboulement de terrain, un tremblement de terre, un feu, tu vois que les gens, la solidarité, Ouais. elle renaît très rapidement. Vraiment, tout d'un coup, tu as des élans incroyables, quoi. Alors, tu as toujours ceux qui, bien sûr, vont aller voler ce qu'il y avait dans ton garde-manger pendant que tu es en train d'essayer de sauver ton voisin. Tu vois, tu as toujours des gens comme ça c'est sûr. Mais c'est pas la majorité. Donc, peut-être qu'en effet, là, on s'est en train de secouer parce que peut-être qu'il faut que ça réveille quelque chose, un élan, de comprendre à quel point cette terre est belle, à quel point il faut la protéger, à quel point on aimerait justement, moi je suis mère, tu vois, j'ai deux enfants, j'aimerais bien un jour être grand-mère et que mes petits-enfants puissent vivre librement et sur une terre généreuse et abondante, tu vois. Donc c'est aussi ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à tout ce qui se passera une fois qu'on sera plus là, tu vois. Donc moi, je garde espoir. Voilà, parce que sinon, en fait, si tu gardes pas espoir, bah, tu t'assieds et tu pleures ou tu meurs. Et en fait, je pense que le jeu de la vie, c'est aussi justement de garder espoir, de voir comment, à ton petit niveau, tu peux essayer de faire quelque chose. Moi, j'essaye aussi, tu vois, de transmettre les messages. Ernie, il avait des choses importantes à dire. Et ben, j'ai passé des mois à récolter sa parole, à tout remettre en forme pour que ça crée un livre. Donc voilà, j'essaye d'agir en me disant, tiens, bah, il y a peut-être des gens qui vont lire ça, peut-être que ça va leur donner envie d'en savoir plus, peut-être que ça va leur donner envie de s'éveiller, peut-être que ça va leur donner envie justement de s'interroger sur la spiritualité, sur eux-mêmes, sur leur puissance, sur leur pouvoir sur le monde, sur leur pouvoir d'action. J'ai une petite anecdote assez sympa, c'est qu'on avait fait un cercle de tambour avec un de mes amis il n'y a pas si longtemps. Et en fait, il y a un jeune homme qui est venu participer, je ne sais pas quel âge il avait peut-être entre 25 et 30 ans, on va dire. Et à la fin du cercle, donc il avait déjà fait des cercles de tambour, tout ça, il est venu nous voir en disant, mais en fait là, moi j'ai plus besoin de tambour. Là, en fait, là, il avait monté une association pour, je sais plus, des gens au Népal ou au Tibet. Et en fait, il est reparti galvanisé en se disant, en fait, là, j'ai plus besoin de partir dans mes mondes intérieurs et tout ça. Là, j'ai besoin d'être dans la vie et de faire quelque chose. Et en fait, ça lui a redonné l'élan de se dire, en fait, moi, c'est dans la vie que ça se passe. Il y a quelque chose à faire dans cette vie. Il faut pas que la spiritualité soit non plus une fuite. La spiritualité, en fait, tu vas chercher parfois des solutions, des clés, des explications, mais après, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu les remets dans la vie, en fait? Comment tu les remets dans le vivant? Et comment ça refait bouger les choses? Et comment tu redonnes de l'énergie? Et je pense que voilà, même toutes ces choses, donc c'est pour ça, moi j'écoute quand Ernie me raconte ses histoires, je les entends, je comprends l'impact que ça a pour lui et l'importance qu'il a de les transmettre, mais c'est aussi une mise en garde qui dit réveillez-vous. C'est pas que attention, tout va mourir, c'est réveillez-vous avant la catastrophe. Et je pense que c'est ça qu'il faut entendre aussi, c'est le réveillez-vous. Et lui, c'est pour ça que tous les jours, tous les matins, il va prier, les ancêtres, etc., en essayant justement de repousser pour redonner une chance à cette humanité peut-être de continuer à vivre encore un peu, mais de vivre peut-être un peu mieux. Mais voilà, moi j'ai l'impression en tout cas que la spiritualité, ça doit être un plus pour la vie. Et qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que moi j'étais quelqu'un qui, sans doute, quand j'étais jeune, j'étais très sans ancrage. Tu vois, je sais pas ce que tu vois, si tu vois ce que c'est que l'ancrage, mais sans racines, j'étais pas très bien dans mon corps, j'étais un peu anorexique, j'étais pas bien incarnée, quoi. Tu vois, je me sentais Ok. pas bien dans la vie, j'étais dépressive. Le moindre vent pouvait me faire vaciller et Ouais, tomber ok, par c'est terre. bon, je Tu vois. vois, j'avais pas la force d'un arbre, quoi. Tu vois, Ouais, j'étais ok, sans ouais. ancrage. Et en fait, bizarrement, cet éveil spirituel, donc, qui m'est arrivé de manière accidentelle, ça m'a complètement renforcé mon ancrage, en fait. Alors bon, le fait d'être mère, ça avait déjà commencé, tu vois, je me sentais mieux dans mon corps une fois que j'ai eu, voilà, cette espèce de présence dans le ventre et tout ça, puis de devoir être quelqu'un dans la vie de quelqu'un, bah, c'est sûr, ça te force à t'ancrer, ça c'est sûr. Mais quand même, ma nature était plutôt d'être désancrée et d'être plutôt tout le temps dans ma tête et jamais trop dans mon corps et jamais trop dans la réalité. Et en fait, bizarrement, le fait d'ouvrir cette voie spirituelle, et de vivre une vie spirituelle, en fait, ça a renforcé ma vie dans la vie, mon ancrage. Ok. Donc l'idée de faire des choses, de faire vibrer dans le réel, d'écrire des films qui pourraient ouvrir des portes, tu vois.
J'ai écrit un film qui s'appelle un co-écrit avec la réalisatrice, un film qui s'appelle Un monde plus grand, et qui est sur Corinne Sombrin, qui est la première chamane française, mais mongole, tu vois, elle est partie en Mongolie et tout ça. Et je Ok. sais que ce film a fait beaucoup de bien. Les gens l'ont vu, ça leur a donné envie de comprendre ce que c'était que le chamanisme, ils ont vécu quelque chose de fort à travers ce film. Et voilà, ou même le livre que j'ai écrit, Ma vie de chamane, je l'ai écrit parce que je sais aussi qu'en racontant de manière complètement ouverte, sans, sans m'excuser et sans non plus éviter les zones d'ombre que j'ai pu traverser, etc. Je sais qu'en étant extrêmement sincère et en racontant un chemin de vie, ça peut aider d'autres personnes à se dire, ah, mais peut-être qu'en fait c'est ça que j'ai en moi. Peut-être qu'en fait j'ai un chamanisme non diagnostiqué ou peut-être que j'ai en fait un besoin spirituel que j'aurais jamais pu nommer et qui en fait me manque. Et c'est peut-être pour ça que je me sens non entier, c'est peut-être pour ça que je me sens à côté de moi et peut-être que j'ai simplement besoin de retrouver un sens à ma vie. Parce que la spiritualité, je pense que c'est aussi ça, c'est de retrouver un sens. Et alors parfois, ça peut se faire dans la matière directement, en aidant des gens, en montant des associations, en créant, en faisant ce que tu veux. Et voilà. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est tout ça qu'il faut essayer de toucher et de pas oublier la vie. Il faut Ouais. pas. C'est la vie qui compte en fait. La vie, elle est très courte. Entre ton premier et ton dernier souffle, déjà, tu sais pas exactement combien de souffles tu vas avoir le droit d'avoir entre les deux. Et en fait, cette vie, elle est courte et elle est belle. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de ne pas désespérer si possible et d'essayer en tout cas de vivre la meilleure version de toi dans ce monde qui est ce qu'il est, mais qui n'a jamais été simple. Si tu retournes au Moyen Âge, c'était très compliqué de vivre au Moyen Âge. Si tu retournes en Égypte ancienne et que tu faisais partie des esclaves ou je ne sais quoi, bah, c'était très difficile de vivre en Égypte ancienne. Et si tu es au XVIe siècle, eh ben, je sais pas, enfin, tout est difficile. Il n'y a pas une époque bénie, incroyable, à part dans les récits mythologiques. L'âge d'or, il est mythologique, en fait. Donc à chaque fois, on arrive dans un monde, à chaque fois qu'on s'incarne, on arrive dans un monde complexe, compliqué. Et l'idée, Ok. justement, c'est de faire une espèce d'alchimie, et en fait, de malgré tout ça, réussir à construire quelque chose dans cette vie, et peut-être aussi les uns avec les autres. Et là, il y a sans doute une urgence planétaire qui fait que normalement, il faudrait qu'on collabore. Ok. Et par exemple, toi, avec tes enfants, tu transmets ces choses-là ou alors tu laisses couler? Ou alors tu fais juste une éducation. Moi, je sais que mes parents, ils m'embêtaient pas trop avec ça, ils me laissaient faire. Et est-ce que, par exemple, toi, après ton éveil spirituel, est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière de faire ou pas trop, par exemple? Alors moi, j'ai toujours été très proche de mes enfants, même avant Ouais. mon éveil spirituel, donc je leur ai toujours parlé et tout ça. Je, je leur ai raconté ce qui m'était arrivé parce que je voulais pas justement qu'il y ait un trop grand gouffre qui se glisse entre nous si je leur racontais pas ce que je vivais, vu que c'était tellement important et que ça me changeait tellement. Mais après, je les ai jamais forcés à rien. Je préfère qu'ils vivent leur vie et qu'ils retrouvent eux-mêmes leur propre voilà, qu'ils trouvent eux-mêmes les petites pierres de leur propre chemin. Après, bien sûr, on en a discuté. C'est eux aussi parfois qui m'ont posé des questions. Ce que je raconte dans le livre aussi, c'est que je les ai même, quand ils étaient plus grands, emmenés à des cérémonies chamaniques avec même des substances ou des choses comme ça, mais de manière rituelle et guérisseuse. Donc oui, j'ai partagé des choses sans doute un peu plus folles qu'une mère plus classique, tu vois. Mais en même temps, toujours avec du sens, toujours en me disant, tiens, qu'est-ce qui va pouvoir éclore en eux, et avec un immense respect pour les personnes qu'ils sont. Pour moi, un enfant n'est pas en dessous de toi, c'est-à-dire au contraire, même ton enfant, souvent, c'est ton meilleur enseignant. Donc, j'ai toujours considéré ça. Moi, j'ai toujours aimé les enfants. Même quand j'étais enfant, je voulais avoir des enfants. Et quand j'étais adolescente, je faisais des babysitting tout le temps et j'adorais les enfants et j'ai toujours eu un lien avec eux quasiment d'égal à égal, même si bien sûr, parfois, tu dois prendre des décisions, dire oui, dire non, etc. Mais je les ai jamais considérés comme inférieurs. Et donc, avec mes enfants, forcément, très logiquement, j'ai eu ces liens-là avec eux tout de suite. Et aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien. On a déjà travaillé ensemble. Avec mon fils, on est parti dans le Dakota du Sud et il a fait un film justement sur Ernie qu'il est en train de finir de monter et qui est vraiment super et qui a même reçu un prix, tout ça, qui fait que du coup, on lui paye toute la post-prod. Et avec ma fille, on bosse sur un projet de ballet musical. On a écrit des slams ensemble. Donc voilà, on s'entend très très bien. Et moi, je vois très bien, par exemple, tu vois, quand on parlait du manque d'ancrage que j'avais moi, enfant et jeune fille,
et jeunes femmes, ils sont extrêmement ancrés l'un et l'autre, quoi. Ils ont vraiment quelque chose, tu vois, comme des guerriers dans le sens créateur, bien sûr, pas dans le sens guerrier destructeur, mais ils savent qui ils sont, ils savent ce qu'ils veulent faire et ils le font. Et moi, ça, je trouve ça admirable. Ok. Ouais, c'est vrai que je comprends un peu ce que tu dis quand tu veux dire ancrage, entre Mm, guillemets. Et mm. puis, parce que pour avoir vécu ça aussi, ces deux trucs-là, d'être ancré et pas être ancré. Et puis, c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que si je pense que c'est ça aussi qui fait euh, que la spiritualité pourrait permettre, entre guillemets. Le but, c'est de retrouver un peu son ancrage, parce que si tout le monde est ancré, c'est vraiment dans les périodes de non-ancrage où où on est, En voilà, on fait, est faible. non, la spiritualité, ça pourrait aussi te faire de devenir évaporé. Ouais, Et ne plus du tout être sur Terre et ne plus du tout être dans la vibration de la Terre. En fait, il faut être dans la vibration de la Terre. Il faut être ouais, ici et maintenant dans ton corps. C'est ça la vie. ouais, Et c'est vraiment ça la clé de tout. Et encore une fois, l'image de l'arbre, plus tes racines sont profondes et solides, et plus tes branches pousseront haut et pourront aller caresser le ciel. Mais voilà, si tu veux tout de suite aller caresser le ciel, mais que tu n'es pas bien dans ton corps, c'est là où la ouais, spiritualité peut être un risque, tu vois, peut du coup te faire te dire que justement tu n'aimes plus la vie parce que tu préfères être dans d'autres espaces ou je ne sais quoi, alors que non, ces autres espaces, tu vas les explorer, mais tu reviens. Et quelque part, ce qui est assez intéressant, ben, c'est ce que je raconte un peu dans mon livre, j'ai pris pas mal, tu vois, de médecine, de choses comme ça, comme l'ayahuasca ou tout ça. Et, euh, et ce qui est assez intéressant dans les dernières expériences que j'ai pu avoir, c'est qu'au départ, moi, ce que je voulais absolument quand je prenais ces choses-là, c'était partir, tu vois, apprendre des choses folles, partir à l'autre bout de l'univers, revenir avec des secrets, je ne sais quoi. Enfin, tu vois, j'avais l'âme exploratrice, on va dire, et pirate. Et, euh, et les dernières fois où j'ai fait ça, j'ai l'impression vraiment que, au contraire, euh, j'apprenais la présence. ok, ouais. L'idée, c'était pas du tout de partir. L'idée, c'était de d'être là, d'être totalement. Et en fait, je crois que voilà, au bout d'un moment, c'est un peu ça il faut revenir au corps, il faut revenir à la présence, il faut revenir dans cette vibration de vie qui est si belle et qui, encore une fois, dure si peu de temps. Ouais. L'incarnation, c'est le temps d'un clignement d'œil. Est-ce que justement, tu as une dernière chose à nous dire par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est un très beau thème, l'ancrage. Euh, Est-ce que tu as une dernière chose à dire par rapport à ça? Comment on peut être plus ancré ou comment on peut améliorer cette pratique pour revenir un peu à tout ce qui est terrestre, on peut dire ça comme ça? Ouais, ça peut être intéressant de revenir à la danse, de revenir au corps, de revenir à des choses comme ça. De pas oublier qu'on a un corps aussi, quoi. Ça fait Ouais, partie de l'équation, en fait. Et, euh, et après, je sais pas, moi je crois qu'il faut apprendre à se refaire confiance. C'est ça avant tout. Parce qu'en fait, on a été élevé beaucoup dans une société qui nous infantilise et qui nous donne l'impression qu'on est très impuissant dès l'enfance. Donc tu dois toujours écouter quelqu'un qui sait mieux que toi, donc tes parents, les professeurs, etc. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi qui sait mieux que toi. Et en fait, à un moment, il faut réussir à te souvenir qu'il y a quelque chose en toi qui sait très bien ce qui est bon ouais, pour toi, qui tu es, etc. Et de réussir à renouer un dialogue intérieur et un amour intérieur. C'est-à-dire la première personne que tu dois aimer, c'est toi. Et parfois c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parfois on se parle mal, on se traite mal. On parlerait pas comme ça à un chien, et c'est comme ça qu'on s'adresse à nous-mêmes. Mais t'es con, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es stupide, mais tu y arriveras jamais, etc. C'est comme si on s'en lançait des malédictions perpétuelles avec sa petite voix intérieure, etc. Et à un moment, il faut se dire, bon, ok, j'arrête ça. J'arrête maintenant. Quand je me parle bien. Je me parle avec respect. Je me parle avec bienveillance. Je m'encourage. Je deviens le bon parent que j'aurais aimé être pour moi-même. Je m'encourage. Je me félicite. Et ça paraît rien, mais en fait, ne serait-ce que ça peut commencer à changer quelque chose d'essentiel et de très profond. De bien se parler, de bien se considérer, de se parler avec bienveillance et avec amour, comme tu parlerais à la personne que tu aimes le plus au monde en dehors de toi. De te parler de la même manière à toi. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment le début de la guérison. ok. Bah, merci Claire en tout cas d'avoir accepté
mon invitation. En vrai, c'était la première fois pour moi de faire ça, une sorte d'interview. Donc, c'est la première fois que je me suis prêté au jeu et je te remercie vraiment parce que c'est cool de ta part. Tu m'as dit oui. Moi, tout simplement, je t'ai envoyé un mail et tu m'as dit oui. Donc, je te remercie pour ça. C'est vrai que Merci à toi. ça me fait plaisir. Et, euh, et voilà, j'espère qu'encore une fois, surtout le livre que je trouve incroyable, hein, de Dancer, que j'ai vraiment lu 2 fois. En fait, je trouve ça vraiment. J'aime beaucoup la spiritualité native des Américains. J'espère encore que ça va tourner, et même aussi ta biographie, parce que bah, c'est vrai que je pense que ça peut aider, comme tu dis, pas mal dans cette période un peu critique Ouais. euh, de l'humanité. Et voilà. Et j'avais une dernière question que je viens de me rappeler. Est-ce que, par exemple, en tant que chaman, est-ce que tu connais, par exemple, Philippe Guimand? Philippe Guimand, Ouais, bien sûr, enfin, je ne le connais pas ouais. personnellement, mais je sais très bien Non, qui non, c'est. mais voilà. Est-ce que tu as un... Ok, ok. Parce que je voulais... Parce que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il fait vraiment le lien entre spiritualité et science. Exactement. Et avec justement l'idée du futur, enfin de tout ça, Exactement, exactement. Et ces voilà, je choses voulais savoir si... interconnectées. Oui, il est tout à fait passionnant, bien ouais, sûr. Après, bon. je ne l'ai jamais rencontré. Non, non, mais c'est pour savoir si... Mais moi, j'aime bien en effet la science post-matérialiste, on va dire. Ouais, Des carrément, ouais. part d'un esprit un peu scientifique quand même, parce que ça sert à rien de l'effacer et de repartir dans des croyances ou des choses Ouais, comme ça, mais qui quand même ont l'esprit ouvert et se disent, OK, il y a des choses qui nous échappent et c'est pas grave. C'est pas grave que ça nous échappe. Mais en même temps, c'est intéressant d'aller les explorer avec nos outils rationalistes qui parfois, bon, bah, fonctionnent plus ou moins selon le domaine de recherche. Mais oui, moi je trouve ça passionnant, bien sûr. ouais, carrément, carrément. Moi, je vais pas te prendre plus de temps que ça. Je te remercie encore hein, d'avoir accepté. Et Ben, voilà, je te souhaite que le meilleur et aussi. passe une bonne soirée. Ben, merci, toi aussi. Au revoir. Merci Claire, au revoir.